Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'émission Une page d'histoire et merci de nous recevoir chez vous. La force publique, aujourd'hui Forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, a une longue histoire et un passé glorieux dans la conquête des guerres. Nous allons en parler avec notre invité, le professeur Jacques Njoli. Il est élu du peuple, rapporteur de l'Assemblée nationale, mais nous le recevons aujourd'hui en tant que personne ressource, ancien militaire et aussi plusieurs fois membre de la Commission défense et sécurité. Professeur Njoli, soyez le bienvenu sur ces plateaux de la page d'histoire. Merci beaucoup pour l'invitation. Avant toute chose, dites-nous un peu, professeur, un ancien militaire, avez-vous déserté ou comment? Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez fait une présentation sommaire, mais je crois que j'ai accepté surtout votre invitation parce que je suis professeur d'histoire militaire de la République démocratique du Congo à l'école de guerre de Kinshasa. Et à ce titre, nous travaillons pour essayer de retracer l'itinéraire de notre armée qui très souvent n'est pas très bien connu par les militaires eux-mêmes, mais surtout par l'opinion, par le peuple qui est, n'est-ce pas, la matrice de cette armée. C'est vrai aussi que je suis intéressé parce que, comme vous l'avez dit, j'ai à un certain moment de ma vie été dans l'armée, d'abord comme sanction, donc j'ai été intégré par la force suite à une punition qui était infligée à une catégorie d'étudiants, donc j'ai intégré l'armée en 1982 au centre d'entraînement Koutakoli. Et puis après, je suis rentré de manière volontaire comme magistrat militaire. Okay. Donc j'ai suivi une formation encore au centre d'entraînement de troupes aéroportées à Kanseta donc. Et j'ai fait donc carrière dans l'armée pendant, je veux dire, 10-15 ans. Mais après, j'ai été démobilisé et j'ai fait une carrière d'enseignant des politiques, mais qui reste focus et suit la situation de l'armée, d'abord parce qu'il n'y a pas d'État sans armée, et ensuite comme membre de différentes commissions de défense, comme vous avez dit, depuis pratiquement 2007 au Sénat, et ici à l'Assemblée, avant que je sois rapporteur. Voilà. Merci pour ces compléments de votre présentation. Professeur Jacques Njoli, parlez-nous de la force publique, de sa mission, de sa création, de recrutement des militaires, en bref. Il est important de connaître la force publique parce qu'elle constitue le noyau qui va donner naissance à notre armée aujourd'hui. La force publique est née officiellement en 1885 par décision, décret du roi souverain qui avait chargé un de ses officiers, Camille Kokila, qui va d'ailleurs être dans la ville de Mbandaka, Coquelatville, va porter le nom. Mais en fait, l'idée même de cette force commence avec Stanley. Stanley, lorsqu'il commence son expédition par la côte orientale pour découvrir, rechercher d'abord Livingstone, est obligé de se faire assister par des hommes armés parce que la zone qu'il va fréquenter, l'exploration qu'il va conduire, rencontrait de multiples résistances. D'abord, les résistances des Arabes qui contrôlent la zone des Zanzibar,
Et ensuite, dans la partie Est. Dans la partie Est. Et ensuite, de ce qu'on appelait les arabisés, donc les autochtones qui se sont alliés aux Arabes, qui se sont islamisés. Vous avez les Tipo, les Ngongoluteta, le Mirambo, qui étaient en fait des tyrans qui faisaient le commerce de l'ivoire et des esclaves avec des armes. Donc, pour passer, oui, pour passer dans cette zone, il a dû jouer pendant très longtemps avec la diplomatie, mais il a compris que pour dominer cette zone-là, il devait absolument se servir des hommes armés. Donc, les premiers éléments qui constituent la force de Stanley, parce que Stanley sera le premier gouverneur général de cette nom. C'est d'ailleurs son nom de Stanley, le nom qu'on lui a donné de Mbula Matari, le casseur de pierres, parce que sa première mission, c'était d'ouvrir la partie orientale du Congo, qui était dominée par l'océan Indien, à la partie occidentale qui amène vers l'océan Atlantique. Et c'est le fleuve Congo qui est le fondement du bassin du Congo, qui devait lui servir d'axe. Alors, ces fleuves étaient navigables à partir de Maniema, qui constitue, n'est-ce pas, le bouclier forestier de l'espace que Léopold devait occuper, et qui, malheureusement, à partir de Kinshasa, à l'époque Vivi Kitambo, ne lui permettent pas d'arriver à l'océan Atlantique pour arriver à l'embouchure. Donc, il a dû utiliser de forces incroyables, importer du personnel même de l'Asie pour créer, n'est-ce pas, ces couloirs de chemin de fer qui devaient relier le fleuve à l'actuelle province du Congo central pour nous amener à l'embouchure où il avait la première capitale, Vivi, puis Boma. Et ce n'est que lorsque il y aura ces liens-là que Léopoldville va devenir la capitale du Congo, très tard, vers 1921-1922. Donc, pour mener ce travail-là, il avait besoin d'une force qui était constituée au départ de ces Costmen, les Haoussa, les Sierra Léonais, les Zanzibaristes. Et dans un deuxième temps, après les campagnes arabo-swaliphones, il va prendre les éléments de Tela et de la région du Maniema qui vont l'amener. Mais ces éléments-là étaient fortement manipulables parce que c'était des anciens des Ngongoluteta et des Tipo et leur fils Alamazani. Donc, lorsqu'il va commencer la descente du fleuve, il va raconter des résistances, notamment dans la zone d'Iboko, de Makanza, de Bobangi. C'est là où il va récupérer les premiers soldats. Alors, lorsque la force publique est créée, des stations qui sont à Irebu, à Bolobo, mais la station principale de la force publique, ce sera à Wangata, qui est l'actuel Mbandaka, à Koklatville, et c'est là où Kokla va, n'est-ce pas, recruter ses premiers éléments, vraiment, et qui va d'ailleurs changer la langue. Au départ, les militaires de Stanley, ou bien ses supplétifs, ils parlaient Swahili. Oui, ils parlaient Swahili. Hein, ce sont les Zanzibarites, les Nigériens, voilà. tout ça. Mais à partir de 1886-87 surtout, avec les premières recrues qui sont des Bangala, de Bobangi, eh bien, qui avaient la Kariako Bangissa, la langue va devenir le Lingala. Et ces contingents sera envoyé à Boma pour la formation, un autre groupe à Lukandu et à Irebu. Donc le noyau... Donc le premier noyau était constitué des Bangala. Des Bangala. L'effectif de la force publique oscillait entre 17 000 et 22 000. Okay.
On va voir que plus tard, il va recruter, il va encore revenir lorsqu'il va faire ses campagnes, notamment d'Anis, va recruter dans la région du Kasaï et des Tétés-là, mais il y avait beaucoup de mutineries, comme en 1944 avec les sergents Ngoïmou Kalamouchi. Quand on parle de comme Kalamouchi, c'est-à-dire que ces sergents-là étaient têtus. Et pendant très longtemps, on recrutait des moins en moins dans l'espace central du Kasaï et des Tétés-là. Et on s'est concentré beaucoup plus du côté du Moyen Congo au niveau de ce qu'on appelle la région des Bangala. Mais le principe de la force publique, attirant toutes les conséquences des mutineries, surtout des recrutements locaux, c'est qu'il fallait recruter des hommes de manière égalitaire dans tous les districts. Chaque district devait envoyer un quota. Oui. Et il brassait tout ce monde-là. Et c'est comme ça que la force publique va être le creuset de ce qu'on peut appeler le nationalisme congolais, parce que ces gens-là parvenaient finalement à avoir l'esprit d'équipe. Okay. Et on va le voir plus tard avec les explorations, que ce soit contre les Arabo-Swahiliphones dans un premier temps, ensuite lors de la Première Guerre mondiale, et dans la Deuxième Guerre mondiale, il y aura un esprit d'équipe qui va les amener d'ailleurs à voir ce qui est arrivé après l'indépendance. Donc c'était l'unité. Oui, l'unité, parce que ces militaires parvenaient à devenir une famille, à combattre ensemble, à mourir ensemble. Et c'était devenu pratiquement une grande famille qui va être la colonne vertébrale de ce qu'était l'État indépendant du Congo, la colonie belge et finalement le Congo indépendant. Et comment se faisait le recrutement à l'époque? Au départ, les recrutements, c'était des anciens esclaves que Stanley libérait aux mains des arabisés. Ensuite, il y avait comme une obligation des enfants qu'on appelait de la colonie. Et ceux qui ont mis dans les écoles, les enfants abandonnés, têtus, tout cela. Donc, c'était le premier contingent. Ce qui fait qu'ils étaient vraiment alors totalement engagés. Il y avait aussi beaucoup de désertion. La deuxième vague, maintenant, ça sera les contingents par district. Donc, chaque district devait envoyer un certain nombre de recrues pour faire partie de la force publique. Et après, on va voir qu'on va quand même chercher à avoir quelques lettrés, quelques diplômés, mais parfois aussi les diplômés que les écoles estimaient être des turbulents, des têtus comme Mobutu. Hein, cela est venu bien après. C'est bien après la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 50, lorsque la force publique sent le besoin d'avoir quelques sergents comptables, parce qu'il ne faut pas oublier... Qui pouvaient travailler dans l'administration. Parce que la force publique n'avait pas beaucoup d'officiers blancs. Ils étaient plus ou moins 280 ou 300. Mais le gros était composé de noirs, et c'était une armée formée sur la ségrégation raciale. Le blanc était de l'autre côté, qui étaient des officiers, et les noirs étaient de l'autre. Et ces noirs, on leur apprenait à dire qu'ils sont différents des indigènes, qui sont les civils, qui sont les Basenji, qui sont leurs premiers ennemis. C'est un peu le fond de l'articulation philosophique de cette armée. Donc c'est une conception qui reste encore, qui perdure dans l'armée. Oui, malheureusement, il faut faire un effort parce que les expéditions de la force publique, les répressions de la force publique étaient très violentes vis-à-vis de la population civile. Ce sont des gens qui étaient mis de côté pour justement
asseoir le pouvoir colonial. C'était le supplétif. Lorsque la force publique est créée, dans les textes organisateurs, la mission, c'est d'assurer d'abord l'occupation du Congo. Donc, c'est la période de la conquête. Et la deuxième période, c'est la période de conquête et d'exploitation. Donc, la force publique est au service de la colonie belge. Donc, défendre les intérêts des Belges. Les intérêts des Belges. En fait, des Occidentaux. Oui, de la colonie belgique. Donc, or, la Belgique avait une approche coloniale presque proche de l'apartheid. Les Noirs étaient des sous-hommes et le blanc avait, c'est une race supérieure qui civilisait. Comme ça, il dirait Mundele, c'est le modèle. Okay. Et puis, les indigènes sont les Basenji, donc ils doivent singer le blanc. Ok, professeur. Quelles sont les grandes dates de l'histoire de la force publique? Les grandes dates, je vous ai dit qu'il y a d'abord la création, en 1985. Il y a la campagne, la période de la campagne d'occupation, notamment de la province orientale, qui a abouti même à un certain moment à la désignation de Tipo Tipo, de la victoire sur Tipo Tipo, Ngongolo Teta, et même leur fils... c'est Ngongolo Tete ou bien Ngongolo Teta? C'est Ngongolo Teta. Ok. On l'appelait le Tete, mais c'était Moutete, là c'est les Teta, c'est-à-dire... Ah, les Teta, ok, Teta. Je comprends. Alors, et son fils Alamazagne et les autres, qui ont au départ contrôlé la zone, mais que Stanley va commencer à infiltrer jusqu'à le vaincre et à les transformer en agents du pouvoir colonial. Et après, cette phase-là, qui a permis à la force publique, avec notamment le campagne contre le mahdiste, de repousser les esclavagistes arabes, finalement de contrôler aussi le commerce de l'ivoire. Cette phase-là de conquête va être suivie par la phase d'occupation. À ce moment-là, c'est la Belgique. On peut parler même des mercenariats. Il y a beaucoup, comme je vous ai dit, de militaires Haoussa, Somalie. Ceux qui ont assuré l'escorte des Stanley. Des Stanley, qui recrutaient des Zanzibaristes et autres. Et il y a très peu de Congolais dans cette phase-là. Et ils sont restés ici, Stanley est parti. Et puis oui, parce que Stanley, finalement, lorsqu'il va arrêter sa mission, il va accomplir la mission que Léopold II lui a donnée. Après la conférence de Berlin de 1885, on va avoir la période de l'État indépendant du Congo. Mais la violence de la force publique, ce sera un élément qui va faire que il y aura la campagne contre Léopold II qui sera essentiellement menée en Angleterre, parce qu'il y avait beaucoup de barbarie. Les répressions de la force publique, c'était de couper le main. Avec l'exploitation du caoutchouc. Du caoutchouc rouge. Ouais. Et ça, dans la zone de caoutchouc, là, donc si vous prenez l'Équateur, les gens ont beaucoup souffert. Vous avez aussi l'épisode de Bakanja, qui est mort avec le chicotte. C'est toujours ces blancs assez violents entre la force publique et les entreprises d'exploitation de caoutchouc. C'était une union et c'était la période d'une vaste répression. C'est vrai qu'ils ont aussi recruté quelques Congolais, indigènes comme on les appelait. Donc la première période, ça va pratiquement jusqu'aux années 86. Et après, avec la création de la force publique, on va passer d'une force brutale de conquête à une force d'occupation. Le Congo devient à partir du 14 février 85 à la conférence de Berlin un territoire qui est donné au roi des Belges. Et à ce moment-là... Comme une propriété privée. Il va faire sa souveraineté. Et à ce moment-là, il va avoir une force publique qui va être composée de 21 compagnies permanentes et 6 compagnies du côté du Katanga, plus ou moins autonomes.
Et cette période-là, la force publique sera l'outil au service de l'administration coloniale. Il faut rappeler que les gouverneurs généraux étaient considérés comme le commandant en chef de la force publique et les administrateurs des territoires travaillaient avec le commandant des compagnies et autres de la force publique pour instaurer l'autorité du pouvoir colonial sur l'ensemble du territoire national. La force publique va évoluer, on va le voir, comme une force supplétive au service du pouvoir colonial. Mais lorsqu'il y a l'indépendance, la force publique n'a pas été associée à tout le processus. Et il y aura des remous jusqu'à des mutineries parce que l'autorité coloniale militaire avait fait comprendre aux militaires de la force publique, aux soldats, qu'avant l'indépendance, égale après indépendance. Alors, ces militaires ne comprenaient pas que eux, qui avaient le plus souffert pour servir le colonisateur, rappelez-vous, on va le dire, la première campagne, nous avons des arabo-soliphones, mais il y avait la campagne de la Première Guerre mondiale de 14-18, et la troisième campagne, c'est la campagne de l'Abyssinie, qui va amener la force publique à aller conquérir l'Éthiopie, jusqu'à le Soudan, l'Éthiopie. Et il y a même une autre campagne aussi qui est partie du Nigeria avec un contingent qui a fait l'Égypte, qui est allé au Moyen-Orient, en Palestine, et qui est arrivé jusqu'à Birmanie, qui a pris part au combat, mais qui a surtout servi à l'armée britannique à conquérir jusqu'à, n'est-ce pas, à la capitulation du Japon, parce qu'il s'est battu contre les Japonais. Alors, ces gens, ces militaires qui sont rentrés, estimaient que, et à bon droit, qu'ils n'ont pas été rétribués à leur titre. C'est vrai qu'ils ont eu quelques médailles, comme Henri Bongolo, dont vous vous rappelez l'avenue, il est devenu chef de la cité. Il y avait les canons qui étaient, alors qu'on leur a promis qu'ils auront des maisons en étage, qu'on va leur donner. On leur a donné des médailles. Hein, je peux rappeler reconnaissance seulement avec des médailles. Les médailles, au moins ils ont eu des médailles. Les Bankoto, les Mouété, les Mété, les Sébastien Moulamba, les Lundula. Professeur, nous allons parler des figures emblématiques. Oui, Parlons un peu des victoires remportées par la force publique avant d'arriver pour parler des figures emblématiques, des icônes. Bon, d'abord, la première campagne, la caravane arabo-soliphone, a permis de pacifier tout le nord du Congo, de contrôler les maniements et d'amener le Congo à maîtriser l'espace qui va jusqu'à l'océan Indien, à contrôler les lacs Tanganyika, à contrôler les lacs Kivu, les lacs Édouard et les lacs Albert, et d'instaurer, de mettre en place les frontières orientales de notre pays. La deuxième campagne, ça c'était un peu une action interne. La deuxième campagne, c'est, je ne parle pas aussi de la pacification de l'espace Kasaï avec beaucoup de problèmes qu'il y avait avec les chefs locaux tels que Kalamba et les autres, avec le Zapo Zapo qui était en fait un song qu'on utilisait contre les Loulois. Mais Kalamba, les noms restent jusqu'aujourd'hui. Oui. Parce que... Alors, il y a surtout, à part cette campagne de maîtrise de l'espace intérieur, il y a eu la participation de notre armée, de la force publique, à la première campagne, la première guerre mondiale, la campagne de l'Afrique australe. Vous savez que le Rwanda, les Burundi, une partie du Tanganyika jusqu'à l'océan Indien étaient contrôlés par les Allemands. Alors lorsque la première guerre mondiale arrive, la Belgique ne sait pas s'émouvoir. C'est donc à travers la colonie, la force publique de la colonie,
qu'en 1916, après une période de neutralité, nous libérons Kigali, nous libérons Uzumbura, nous libérons le Tanganyika avec des batailles très dures contre l'armée allemande et nous permettons donc la domination de l'Occident. Et nous sommes aidés, nous aidons l'armée britannique à restaurer le monde libre sur tout cet espace jusqu'au port de Mombasa et contrôler les Zanzibar. Donc, ça, c'est la première campagne. Professeur, s'il vous plaît, arrêtons-nous d'abord à la première campagne. Oui. Focus sur le Rwanda. Parce que Kigali fut une colonie, un territoire conquis. C'est nous qui les avons libérés. Oui, un territoire conquis. Oui. Comment le Rwanda est-il passé de la tutelle allemande à la zone d'influence de la Belgique? Mais grâce à la force publique. Parlez-nous Donc, de cette lorsque la histoire, force prof. publique libère cette partie et que on donne les rançons ou les rétributions de la guerre, la Belgique reçoit en gestion le Rwanda et le Burundi. Ok. Et qui, dans un premier temps, ce sont des territoires sous tutelle et qui feront, à partir de 1922-23, qui vont finalement Être rentrer annexés à la Belgique, comme ça sera le Congo belge, de Rwanda et Burundi. Burundi. Voilà. Donc, nous avons appris à cette période-là à vivre sous une même colonisation ou protectorat belge. Donc, c'est cela la base historique de certains mouvements de population que la Belgique prenait au Rwanda pour transplanter dans le Massissi, jusqu'à même au Katanga, pour des besoins d'exploitation agricole ou minière. Et de ces mouvements, il y aura tout ce que vous savez aujourd'hui, des tiraillements pour savoir qui est arrivé avant, qui est arrivé après. Voilà. Mais c'était la conséquence de la gestion d'un même espace territoire par une même puissance qui considérait ces sujets comme des personnes faisant passer partie de son espace de commandement et de gestion. Cela a été fait un peu partout dans notre pays, dans le Kasaï, tout ça, avec tout le mouvement de population. Par exemple, pour les développements de l'industrie minière au Katanga, qui avait besoin d'une grande main-d'œuvre, on partait prendre la population du Kasaï qu'on a menée au Katanga. Mais la mauvaise approche belge, c'est que le Belge ne voulait pas amener un brassage. Il continuait à gérer ces populations dans une politique qu'on appelle diwi de tumperas, donc de diviser pour mieux régner, ce qu'ils appellent l'indigénat. C'est-à-dire, même si on vous prend dans votre région du Kasaï, ben vous allez être organisé en association tribale. D'ailleurs, c'est ce qui a été à la base même des révoltes. Des affrontements lorsqu'on arrive à l'indépendance pour dire que non, ça ce sont des Kasaïens qui sont venus travailler ou ça ce sont les Rwandais qui sont, Banyarwanda qui sont venus travailler et ça crée énormément de problèmes de cohésion et d'intégration nationale qu'il faudra gérer. Voilà, on le voit aussi à la forme minière avec le Kasaï central. Voilà. Ok, continuons avec des territoires conquis par la force publique. Oui. Donc, ça, c'est la Première Guerre mondiale. Nous parvenons à libérer l'Afrique orientale. Et beaucoup d'officiers, parce que nous ne pouvons pas être des officiers, beaucoup de soldats se sont vraiment distingués dans ce combat-là. Mais c'était des sergents. Mais il n'y avait pas avancement en grade. En fait, dans la logique de la force publique, un noir ne pouvait pas dépasser le grade de sergent. C'était le sommet. Et le premier sergent-major, on va les avoir après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous faisons la campagne d'Abyssinie. C'est-à-dire,
encore une fois, la Belgique attend qu'elle soit dominée. Il y a des débats ici et la force publique va être engagée parce que les Anglais estiment qu'ils risquent d'être pris à revers par les troupes italiennes qui sont en Abyssinie. Donc, ils ont besoin d'un soutien. Et ils font appel à la force publique. Et le général Hermès et plus tard Gillard amènent nos troupes au sud du Soudan. Donc au Soudan. Et à partir du Soudan, des Stanleyville au Soudan, on s'organise pour aller combattre les Italiens dans un environnement très hostile. Nous avons la bataille d'Assosa. D'où le nom d'Assosa. Nous avons la bataille de Gambela. Et pour prendre Sayo, c'était difficile. Mais après des difficultés, il y a eu beaucoup de morts, de dysenteries. Nous parvenons à gagner Sayo, je crois, au début des années 42. Et finalement, la force publique arrive à capturer 7 généraux italiens, plus de 2500 Italiens, du matériel important, même l'aviation, et nous permettons donc aux forces alliées d'abord à restaurer l'autorité de l'empereur Haïlé Sélassié et de nous mettre à la disposition des alliés. Haïlé Sélassié de l'Éthiopie. De nous mettre à la force des alliés. Mais la Belgique ne voulait pas que les troupes congolaises aillent se battre en Europe parce qu'ils avaient toujours peur que les mythes de l'homme blanc s'effacent. Mais les soldats congolais ont pu voir comment les Belges pleuraient, comment les Belges fouillaient. Il y avait seulement un lieutenant qu'on appelait Mobali Atembe. Lors de la guerre. Oui, qui allait au front. Dans les champs de bataille, c'est eux qui se battaient, qui se sont battus. Et finalement, il y a un autre contingent qui a été demandé pour aller au Nigeria, pour aller essayer de libérer les Dahomey, c'est-à-dire le Bénin actuel, qui était aussi sous domination allemande. Il y a une partie même du Togo qui est des Togo allemands. Et finalement, cette compagnie ne s'est pas battue. Elle a marché du Nigeria jusqu'en Égypte, en passant par le Tchad. Et c'est ces contingents-là qui étaient mis, qui n'ont pas pu se battre. Ils voulaient se battre, mais on leur a dit non, vous gardez on l'appelait Dutch Unity, dans les unités de garde, de dépôt et autres. Ils sont allés se former en Palestine. Ils n'ont pas pu aussi se battre. Finalement, une compagnie médicale, lisée, protégée, va aller en Birmanie. Et là, ce sont des infirmiers, les Lundula, les Bankoto, les Mongolo, Henri, qui se retrouvent une fois de plus au front et qui étaient très, très appréciés par les officiers britanniques. On en parle déjà. Oui. Quels sont les grands noms qui ont marqué l'histoire des conquêtes, des guerres? Parce qu'on parlait de Lufungula, des Bongolo, de Pierre Canon. Oui, voilà. Qui étaient-ils réellement? De jeunes Congolais qui se sont engagés, n'est-ce pas, dans cette armée et qui ont vraiment donné le leur. Je parle par exemple des premiers sergents-majors qui ont reçu la médaille de l'étoile africaine. Okay. Il y a les sergents-majors d'Oruma qui s'est fait preuve d'un grand courage au combat de Gambela en 1941. Il y a le sergent-major Lukisa qui était infirmier, qui a bénéficié d'accord, le premier sergent-major Mouimbi, il y a le premier sergent Pilipili, le caporal Mambu et les sergents-majors Bosamba, Bokolata, Dimore, Mafuta, Mangumbo, Makassi et les autres. Donc, ces gens, ces Congolais ont fait preuve. Pour ceux qui étaient en Birmanie, je vous ai parlé des sergents-majors Bankoto, de Henri Bongolo et de Lundula. Mais en 1940-45, il y a aussi les
sergent-major assistant médical Sébastien Roberto, Pierre Canon et Dominique Toudiéché, qui ont fait preuve de bravoure, les sergents Félix Bocani, tous ces soldats qui se sont sacrifiés. Et parmi les assistants médicaux qui furent incorporés dans les équipes, il y avait, comme je vous ai dit, Henri Bongolo, qui était déjà en Abyssinie en 1941, Étienne Gandou, qui était au Madagascar en 42-43, et le groupe de Gaston Diomi, ce sont des vrais Quinois, les Pierre Canon, les Victor Lundula, l'Alphonse Bancoto, Dominique Toudiéché et Sébastien Roberto. Donc, tous ces hommes que j'ai cités et d'autres, je parle de Marcel Mété, d'Antoine Kitolo-Tolo, d'Edgar Djibalé, des Dungulute, des Moulonga Sani, c'était de braves, des braves qui se sont distingués. Des vaillants soldats. Et voilà pourquoi, quand vous allez dans la commune de Kinshasa, vous avez les avenues qui rappellent les mérites de ceux qui ont fait surtout la campagne, la première campagne de 14. Vous allez avoir 14-18. Balabala, Kato, Kitega, Maenge, ce sont les villes de victoire. Tabora, ça c'est la campagne, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Est, qui nous a permis de Kigoma et les autres. Voilà. Toutes ces avenues-là rappellent les victoires de la force publique. Les victoires de la force publique. Mais les soldats qui sont battus là-bas, pour la plupart, on leur donnait des lopins de terre, mais vous voyez un peu la rusticité de maisons de cette commune-là. On leur donnait des petits fonds, mais ils étaient presque abandonnés. C'est comme ça que ceux qui venaient se réengager. On les avait aussi octroyé des terrains dans la commune de Kinshasa? Quelques-uns à l'époque. Mais c'est surtout ici, dans la commune de Ngaliema. De Ngaliema, même en Ngiringiri, qu'on appelait Mbukasika, quelques terrains pour construire. C'est comme ça que les Gaston Diomi et les autres, les infirmiers Bankoto ont pu avoir des maisons. Et puis, on a créé tout un quartier des anciens combattants où on leur a confié, on a donné le Ngaliema. Oui, c'était une dotation de la Belgique à ces vaillants héros. On leur a donné des médailles. Ils sont restés premiers sergents-majors. Et le premier adjudant, ça sera en 1959, avec le groupe de Bobozo, de Moulamba, de Moké. Ils étaient plus ou moins 9. Professeur, vous avez cité dans le lot tous ces braves soldats, les vaillants soldats qui ont combattu, qui ont participé aux deux guerres mondiales. Mais je voudrais qu'on fasse sortir quelques noms du lot. Bongolo. Qu'est-ce qu'il avait fait lui pour qu'il puisse lui être avait participé à la campagne d'Abyssinie. Ok. Et il a été même en Birmanie. Parce que beaucoup sont allés en Birmanie. C'est tout ce qui était... alors, Bongolo est rentré et pour le remercier, il a été nommé premier chef de la cité indigène. Parce qu'à l'époque, il y avait les communes de Blancs et la cité indigène. Donc, il sera le premier noir. Parce que la politique de la Belgique, c'est que de prendre des anciens de la force publique qui avaient terminé leur mandat et de les utiliser comme des capitas, de chefs. Et Bongolo a été nommé premier chef noir de la cité indigène. Et c'est comme ça qu'on a donné. Il a été médaillé pour sa bravoure lors de la campagne d'Abyssinie. Et comme il était infirmier aussi comme les autres, il a participé à la campagne mono-orientale jusqu'à Birmanie. Pierre Canon, je vous ai dit, il était avec les Gaston, Diomi et les autres dans le lot. Mais aujourd'hui, vous allez dans la mémoire collective, on est en train d'oublier ces hommes. Et une nation qui n'a pas d'héros, c'est une nation qui est condamnée à répéter les mêmes erreurs. Parce que
Une armée doit avoir quelles sont ses valeurs. Quand vous allez en France, on vous parle de Clémenceau, on vous parle... ici, chez nous, il n'y a pas de monument. Les gens, c'est maintenant même pourquoi ça s'appelle Cité des anciens combattants. Pourquoi on parle de la place Victoire? Je vous ai parlé de toutes ces avenirs-là, de la première campagne de l'Afrique de l'Ouest, qui se pose la question pourquoi il y a une avenue qui s'appelle Kato, pourquoi il y a une avenue qui s'appelle Kitega, pourquoi il y a une avenue qui s'appelle Maeng, et là, dans la commune de Kassavou, pourquoi il y a Sayo, pourquoi il y a Gambela, pourquoi il y a Assosa, pourquoi il y a Birmanie. C'est l'histoire de la force publique, c'est notre histoire. Et que si nous ne parvenons pas à valoriser, même au sein de l'armée, les militaires n'auront pas de modèle. Merci, professeur, pour avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Un grand merci à Madame le DG de la RTNC pour son accompagnement pour la réussite de cette production. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour la confiance et l'attention soutenue. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle page d'histoire, bien sûr, la deuxième partie de l'émission Page d'histoire avec toujours le professeur Jacques Njoli sur la force publique, de la force publique aux forces armées de la République démocratique du Congo. Merci.